Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le fondateur et le président du petitjournal.com. Je vous remercie à tous de vous être inscrits aujourd'hui pour ce webinaire sur la thématique étudier la science politique et les relations internationales à ESPOL, à Lille. Donc, écoutez, vous êtes nombreux à vous être inscrits. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est que vous puissiez évidemment poser toutes vos questions à nos deux intervenants, nos deux experts. Donc, Camille Kelbel, qui est maître de conférence à ESPOL et directrice pédagogique de l'école et chercheuse à ESPOL Lab. Et Raoul Mani-Berton, qui est professeur de sciences politiques, directeur adjoint à ESPOL et chercheur à ESPOL Lab. Donc, merci à tous les deux. Alors, les internautes, on est parti pour à peu près 1 heure de webinaire ensemble. Donc, c'est vraiment le moment de poser vos questions. Il y a un petit onglet questions qui est en bas à droite. Je vais vous mettre avec une petite cartouche qui s'appelle poser une nouvelle question. Donc, hop, je vais vous mettre un petit bonjour. Voilà, bonjour, posez une question. Donc, déjà, faites-nous signe, dites-nous où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie et c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes en Afrique, en Europe? Est-ce que vous êtes levé tôt parce que vous êtes sur le continent américain? Donc, faites-nous un petit signe, un petit coucou, dites-nous où vous êtes et puis surtout, soyez pas timide. Vous avez la chance de pouvoir poser toutes vos questions et d'avoir les réponses en direct grâce à nos deux experts. Donc, on va compter sur vous pour poser le maximum de questions autour de ce sujet d'étudier la science politique et les relations internationales. Voilà, on a Adriana qui est à Madrid. Bonjour Adriana. Hola, Jean-Pierre qui est la Suède du Nord. Bon, d'accord, salut Jean-Pierre. Écoutez, merci les internautes. Faites-nous un petit coucou, puis surtout posez bien vos questions avec le petit onglet questions. Je vous rappelle que ce webinaire, il sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, comme je le disais, c'est à peu près 1 heure de webinaire. Si vous ne pouvez pas assister à tout, vous ne perdrez rien parce que dès la fin du webinaire, quelques minutes après, vous allez recevoir un email avec sur la boîte à laquelle vous êtes inscrit avec un lien vers lequel vous pourrez revoir le replay du webinaire. Vous pourrez également le partager à vos amis, connaissances, camarades de classe qui ne se sont pas inscrits à tort, mais qui sont intéressés par le sujet. Donc, ça ne sera pas trop tard. Et il y aura également un article dans les prochains jours sur lepetitjournal.com sur ce sujet avec la vidéo MBD, la vidéo YouTube sur la thématique, qui reprendra l'intégralité évidemment du webinaire. Voilà, alors je vais passer la parole juste pour quelques petits mots de présentation. Camille, est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter? Et puis après, je passerai la parole aussi à Raoul, bien entendu, et puis nous présenter en quelques mots aussi l'école, si vous le voulez bien. Merci Hervé, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous présenter ESPOL aujourd'hui. Alors, je me présente rapidement et puis comme ça, on peut passer à ce qui vous intéresse plus, c'est-à-dire ESPOL. Alors, moi, je suis directrice pédagogique, c'est-à-dire que simplement, je chapeaute l'ensemble des formations qui sont proposées à ESPOL. Et puis, je suis également, comme vous l'avez dit Hervé, je suis également maîtresse de conférence à ESPOL, c'est-à-dire que je suis à la fois professeure et chercheuse. On est tous les enseignants d'ESPOL sont aussi chercheurs. Et donc, moi, si ça vous intéresse, je travaille plus spécialement sur les thématiques en lien avec les élections et les partis politiques. Et je laisse peut-être mon collègue Raoul également se présenter. Eh bien, merci Camille. Moi, je suis Raoul Mani-Berton. Je suis arrivé à ESPOL, disons, à 100% en septembre, donc je suis récent. Et j'ai fait ma vie dans les Sciences Po français. Voilà. Donc, je suis directeur adjoint aux affaires scientifiques, mais surtout, je suis ici parce que, avec mon arrivée, j'ai organisé, j'ai monté, créé et conçu la nouvelle maquette de SPOL qui s'appelle PPE, alors c'est donc on dit en français, en anglais, en tout cas politique, philosophie et économie. Voilà. Donc cette nouvelle maquette, je suis là pour être en appui à Camille dans la présentation de cette maquette spécifique. Bon, c'est un sujet évidemment, merci beaucoup à tous les deux, merci Raoul, et c'est un sujet évidemment dans lequel on va rentrer un peu plus en détail, c'est ce nouveau programme que vous allez nous présenter et présenter aux lycéens, aux parents, aux étudiants qui sont
qui sont en train de regarder ce webinaire et qui vont évidemment poser toutes leurs questions. Alors, on a Marcio qui est à Rio, on a Valérie à Hong Kong, Louise à Casablanca, Gérard à La Rochelle, Frédéric à Lisbonne. Merci et bienvenue une fois de plus à tous. Camille, je vais installer une petite présentation que vous nous avez fait parvenir, juste en quelques mots pour que peut-être tu puisses déjà nous présenter un petit peu ESPOL, nous présenter l'école. Qu'est-ce que c'est finalement ESPOL? Qu'est-ce qu'on y enseigne? Qu'est-ce qu'on y apprend? C'est combien d'années d'études? Qu'est-ce que c'est? Voilà, si tu peux nous donner un cadre et puis après on rentrera peut-être un petit peu plus en détail sur les questions et les programmes. Ben oui, bien sûr. Alors ESPOL, ça veut dire École européenne de sciences politiques et sociales. Et donc, ESPOL, c'est une école relativement jeune. On vient à peine de fêter nos 10 ans. Mais c'est toutefois une école qui commence à avoir une taille assez importante puisqu'on a à l'heure actuelle environ 1100 étudiants qui sont inscrits chez nous. Et tu me demandais quelles sont les différentes formations. Donc, en fait, on offre 2 types de formations de manière très classique. Là, on offre des licences. Donc, on offre à partir de la rentrée 3 types de licences. Jusqu'à présent, on en avait 2. Une licence qui est en relations internationales, une licence qui est la licence européenne de sciences politiques, et puis à partir de septembre, donc la fameuse licence PPE, philosophie, politique et économie, qui ouvrira à la rentrée. À côté de ça, on est une université complète, donc on offre également des programmes de master. À l'heure actuelle, on a 3 masters, sachant que nos masters ont la particularité, peut-être que je peux déjà le signaler, d'être unilingue anglais. Donc nos masters se font entièrement en anglais. On a un master, comme ça vous ne serez pas étonnés que je prononce le titre en anglais. Le premier, c'est le master en Food Politics and Sustainable Development. On a aussi un master en International and Security Politics, un master en Global and European Politics. Et là aussi, petite nouveauté en septembre, on ouvre un master sur un domaine dont je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il est assez porteur, le master en Digital Politics and Governance. Donc ça, ce sont les formations qui seront disponibles chez nous à partir de septembre. Alors, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions sur le contenu des formations. On va aussi pouvoir un peu vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais peut-être, Raoul, est-ce que tu veux dire quelques mots sur la maquette PPI plus particulièrement? Sur cette formation-là, avant de parler de la maquette elle-même, peut-être quelques mots sur cette nouvelle licence que nous avons créée, disons, de commun accord. Hein, c'est quelque chose que je pense que c'est très important qu'il existe en France, et c'est la première licence PPE en France, parce que, si vous voulez, l'histoire, c'est qu'elle est née, ce type de formation qui intègre donc la philosophie, l'économie, si je suis trop long, vous me le dites, hein, et la politique. Et ces 3 aspects-là se marient assez bien d'après l'expérience qu'on a, parce que la première école qui est basée sur cette formule a été créée à Oxford, en Royaume-Uni, et en fait, assez vite, elle est devenue très connue, si bien que maintenant, tous les chefs d'État, presque tous, du Royaume-Uni, viennent de cette école-là. En France, il venait de l'ENA, mais l'ENA est un modèle qui, là-dessus, c'est moins bien exporté. Donc, PPI s'est élargi, il existe aux Pays-Bas, il existe en Belgique, il existe en Allemagne, avec des formations qui sont toutes relativement nouvelles. Et en France, donc, ESPOL Lab, c'est le premier à monter une telle formation. Peut-être je m'arrête là pour le moment ou je... Non, vas-y, Raoul, tu peux détailler un petit peu plus, peut-être, parce qu'on a compris en fait l'idée, c'est-à-dire que bon, ça existe dans d'autres pays, mais ça n'existait pas en France. Donc là, vous innovez, vous proposez ce programme, mais peut-être tu peux nous dire un petit peu du coup à quel type de profil ça correspond et quel type de. Tout à fait. Alors, je commence par peut-être dire que nous faisons. Alors, il y a déjà des questions. Hein. Donc, oui, on les prendra. Ce programme, comme d'autres, prévoit. Mais ce programme en particulier prévoit des échanges avec les universités à l'étranger, bien sûr, notamment dans sa 3e année, pendant 6 mois. Voilà, l'idée, c'est aller au bout de
de la troisième année de pouvoir aussi se spécialiser un peu plus dans les disciplines que chaque étudiant préfère, que ce soit l'économie, la science politique ou la philosophie. Alors, sur le contenu, pourquoi le combo est intéressant, c'est que en fait, ça crée des personnes qui sont à la fois un bagage très fort du point de vue technique, quelques manières de techniciens, mais aussi qui ont la capacité de formuler une vision, un avis général. Et donc, c'est également des humanistes, si vous voulez. C'est une formation pour créer des techniciens humanistes. Voilà, ça c'est le principe. Donc, il y a aussi bien des éléments de formation avec des éléments mathématiques, avec des statistiques, mais aussi avec des grands enjeux d'éthique et des relations internationales. Donc, naturellement, il y a un lien entre ces deux. Et au fur et à mesure que la formation avance, les deux dimensions deviennent plus... les compétences deviennent plus fortes. Et donc, c'est destiné à des personnes qui veulent avoir un travail avec des responsabilités, que ce soit dans le secteur politique, associatif, voire européen et international. C'est des métiers dans lesquels il y a un besoin assez fort de personnes qui savent traiter un diagnostic, savent traiter et lire et comprendre ce que ça veut dire des données pour faire une politique, comme on dit depuis un certain temps, evidence-based policies, c'est-à-dire des politiques basées sur les données. Donc, il y a un côté technicien et en même temps un aspect très important qu'il ne faut pas perdre, qui consiste à élaborer une vision pour l'avenir. Donc, le nombre de professions est assez large qui sont concernées et on va accompagner chaque étudiant dans son projet personnel. Voilà. Très bien. Camille, peut-être par rapport à ce nouveau programme que vous avez monté avec l'école, avec Raoul, est-ce qu'il suit à peu près le même cursus sur les 3 ans, c'est-à-dire avec la partie échange à l'étranger? Est-ce qu'il y a une dimension bilingue? Quel est l'intitulé aussi du diplôme? Est-ce que c'est un intitulé particulier, différent? Oui, alors c'est bien parce que ça va aussi répondre à une des questions qui est dans le chat, je crois. On est une école de sciences politiques, donc tous nos diplômes ont une base de sciences politiques, mais peut-être que la petite question, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par sciences politiques? Et donc la science politique, en fait, c'est pas du tout une discipline sui generis, c'est une discipline qui mêle toute une série d'autres disciplines. Et donc ces 3 diplômes ont en effet la même base, qui est une base sciences politiques, mais c'est-à-dire aussi d'autres matières qui sont en lien avec celle-ci. Je pense par exemple au droit et à l'histoire. Et donc, pour répondre à la question qui est dans le chat, la licence en relations internationales, c'est une licence qui a une base de sciences politiques, mais qui a une spécialisation en relations internationales qu'on voit vraiment comme un des domaines phares de la science politique. Et puis, l'autre licence historique, la licence européenne de sciences politiques, elle, c'est une licence qui a une spécialisation en études européennes. Donc, on étudie le fonctionnement de l'Union européenne et de la notion d'Europe au sens plus large. D'accord. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Oui, si, tout à fait. Et donc, du coup, pour revenir à cette nouvelle licence PPE, donc philosophie, politique et économie, excusez-moi, votre première promotion, ça sera à la prochaine rentrée, c'est bien ça? Exactement, ça sera en septembre. D'accord, en septembre. Donc, vous êtes en train de la faire connaître et de commencer les recrutements. Oui. Et en termes tu nous as décrit un petit peu la philosophie justement du programme, les cursus. Est-ce que comment ça va se passer pour je sais pas, une semaine en général, une semaine type pour un étudiant dans un programme comme celui-là? Alors, jusque-là, ça va être quelque chose qui est dans la lignée de la tradition ESPOL, c'est-à-dire que il y a des amphis, des cours réguliers, des moments d'école, qui est une spécificité à ESPOL que peut-être Camille va mieux expliquer. Ce qu'il faut voir, c'est que dans ce programme spécifique,
ce qu'il y a, c'est que chaque année, il y a quelque chose de spécial. Dans la première année, justement, il y a ce qui s'appelle des calls qui sont spéciales pour PPE, c'est-à-dire qui vont porter sur les mêmes sujets, mais analysés de façon économique, philosophique ou politique. Et donc, c'est des face-à-face entre les étudiants et les enseignants. Donc, ils auront à faire ça 2 fois par an. En première année, c'est quelque chose qui rapproche beaucoup les étudiants des enseignants et qui permet d'avoir des retours sur le travail fait. En deuxième année, on a des travaux dirigés, c'est-à-dire on crée des petites classes qui travaillent sur des enjeux transversaux comme ça. Alors, autant les cours généraux, c'est des cours qui sont plutôt philosophie, économie ou politique. Dans les petites classes, on va mettre ensemble tout ça avec aussi des dimensions un peu ludiques. En troisième année, c'est l'année du mémoire, et donc c'est là qu'on va essayer d'accompagner un peu les étudiants dans le mémoire final et dans la direction où ils veulent aller en master, s'ils veulent rester chez nous, ou alors s'ils préfèrent faire un master quelque part ailleurs. Nous, on est très ouverts à ça. On est là pour leur futur. Donc, et par conséquent, il y a un petit dimension de spécialisation dans la troisième année, c'est-à-dire que les mémoires vont être un petit peu plus orientés vers quelque chose qui a toujours un lien avec la politique, mais ça peut être plus de philosophie politique, économie politique, ou alors mémoire classique de sciences politiques. D'accord. Et sur la partie également linguistique, c'est-à-dire que une partie des cours est en anglais, la moitié des cours... Alors, pas d'innovation là-dessus sur la nouvelle licence. Toutes les formations de premier cycle à ESPOL ont environ 50% de cours en anglais et 50% en français. Donc, c'est quelque chose de progressif, mais l'idée, c'est d'amener les étudiants à une maîtrise de l'anglais aussi scientifique ou académique. Voilà, donc c'est le cas aussi pour la nouvelle licence. D'accord, très bien. Allez, les internautes, posez vos questions avec le petit onglet « Poser une nouvelle question » en bas à droite. Hein, vous ne pouvez pas le rater. C'est le moment de poser vos questions, histoire d'avoir toutes vos réponses. Camille, on a une question d'Adriana qui demande « Vous faites des échanges avec des universités à l'étranger ?» Évidemment, Raoul l'a mentionné pour le programme PPE qui va démarrer en septembre prochain avec la nouvelle licence. Mais peut-être plus généralement, tu veux nous donner un petit peu des informations sur ce sujet, nous dire un petit peu comment ça se passe, avec quel type d'université aussi vous avez des accords? Oui, bien sûr. Alors, je sais que c'est un sujet très important pour les futurs étudiants, même si nous, on aimerait mieux qu'ils restent 3 ans chez nous. On a conscience du fait que c'est un aspect important des parcours et des CV. Alors, bien évidemment, on permet aux étudiants de partir 6 mois à l'étranger. Donc, sur les 3 ans, comme nous, on part sur une base de 3 ans, on ne permet de partir que 6 mois. Donc, ça se passe soit au 2e semestre de la 2e année, soit au 1er semestre de la 3e année. Et donc, les étudiants doivent monter un dossier et on a environ 150 universités partenaires. Alors, il y a des universités qui sont des partenaires de l'Université catholique de Lille, auquel cas ils sont mis dans un pot commun, si vous voulez, avec d'autres étudiants. Et puis, on a nos échanges à nous avec nos partenaires privilégiés à ESPOL. Et donc là, ça leur fait quand même un pool de destination important parmi lesquels ils peuvent choisir. Par contre, je le dis tout de suite pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, chez nous, il faut avoir 12 de moyenne en première année pour pouvoir partir en 2e année à l'étranger. Voilà, je ne sais pas si ça couvre l'étendue du sujet. Après, il y a aussi la possibilité de faire des stages chez nous. En fait, ce n'est même pas la possibilité, c'est l'obligation. Il faut faire 8 semaines de stage pour valider la licence. Et sur ces 8 semaines de stage, il est tout à fait possible d'en faire une partie ou la totalité à l'étranger. D'accord. Du coup, ça rejoint une de mes questions que je vais te poser, Camille, mais après à Raoul par rapport au nouveau programme. C'est finalement, là aujourd'hui, on a beaucoup d'internautes qui sont à l'étranger, qui font leur scolarité, leur lycée dans les lycées français à l'étranger. Comment se traduit un petit peu cette dimension internationale de l'école et en quoi finalement l'école à ESPOL, elle répond bien à ce public de Français de l'étranger ou d'étrangers aussi, bien sûr, hein, mais d'étrangers francophones qui ont étudié dans ces lycées français, par exemple?
Alors, à mon avis, l'international, il se traduit de plein de manières différentes à ESPOL. La première, je dirais que c'est vraiment l'environnement d'ESPOL, qui est en fait un environnement un peu par définition international où et les enseignants et les étudiants ont ce type de profil. Donc, on accueille chaque année un certain nombre d'étudiants par Campus France. Donc, c'est des étudiants qui ont étudié, qui sont étrangers, qui ont étudié dans le lycée français de l'étranger, mais qui sont étrangers et qui nous rejoignent. Et puis, on a beaucoup d'expats, en effet, et on a des étudiants qui ont un peu bivouaqué, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et à côté de ça, ça se reflète aussi chez nos enseignants. On a beaucoup d'enseignants étrangers et je dirais même que dans le staff permanent, on est une petite minorité de Français. La plupart de nos enseignants sont étrangers. Et voilà. Et donc, on a aussi des enseignants externes, dont aussi un certain nombre est étrangers. Donc ça, on va dire, c'est l'environnement général de la pédagogie à ESPOL. Après, et c'est peut-être plus important, ça se reflète aussi, je pense, dans notre pédagogie en tant que telle. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'enseigner de différentes manières qui reflètent un peu différents systèmes d'éducation. Et donc, on a tant des cours en amphi traditionnels, comme on pourrait s'y attendre dans les universités françaises, que des séminaires, des ateliers de lecture, des choses qui se font en petits groupes, des exercices. Dans chacune des licences, il y a ce qu'on appelle un exercice de simulation, où les étudiants sont mis en situation pratique. Donc voilà, on mêle un peu ces pédagogies. Et puis ensuite, il y a ce dont Raoul a déjà un petit peu parlé, qui est le côté bilingue des licences. J'imagine que ça, c'est quelque chose qui parle peut-être aux expats. Les licences bilingues, évidemment, ça permet aux étudiants d'être à l'aise vraiment dans ces deux langues, puisque suivre un cours en anglais, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et donc, il y en a, au début, c'est plus compliqué. Et puis, petit à petit, ça va très bien. D'ailleurs, on essaie vraiment d'avoir un côté progressif dans le bilinguisme. Donc, en première année, il y a un petit peu plus de cours en français qu'en anglais. Notamment la licence Euro, par exemple, au premier semestre, il y a un seul cours en anglais. Et après, au deuxième semestre, il y en a 2. Et puis, ça va un peu crescendo, tant et si bien qu'il est possible, à la fin de la licence, en fonction des options qu'ils choisissent, d'avoir uniquement des cours en anglais s'ils veulent. À côté de ça, il y a le contenu des cours lui-même, qui est quand même assez international. On travaille beaucoup en politique comparée, alors que peut-être que des cursus plus franco-français se concentreraient davantage sur la politique française, etc. Nous, on a une dimension très internationale, même dans la licence Euro, qui est souvent vue comme moins internationale, mais je crois que ce n'est pas tout à fait vrai à ce niveau-là. Dans tous les cours, en fait, il y a un peu cette dimension comparée qui est importante. On a finalement très peu de cours sur la France. On en a quand même quelques-uns parce que certains étudiants en ont besoin. Certains voudront passer des concours administratifs, etc. Donc, on a quand même cette base-là. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté international assez fort à côté. Et puis, donc, ce dont on a déjà parlé, les échanges, les stages, etc. Raoul, merci Camille. Raoul, peut-être par rapport à ce nouveau programme PPE, Philosophie, Politique et Économie, justement, vous allez lui donner dans les contenus vraiment une forte dimension aussi internationale, c'est-à-dire vraiment de s'ouvrir au monde et de regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. Oui, bien sûr. Alors, avant de répondre à votre question, il y a une question d'Adriana bonjour Adriana, qui m'est destinée, je pense. Ensuite, Sandrine a une question pour Camille. Donc, je commence par là pour ne pas oublier les questions. Adriana demande si, j'imagine donc pour le parcours PPE, ne pas avoir choisi la spécialité mathématique, est-ce qu'ils ont leur chance d'être sélectionnés? Alors, la sélection, on l'a fait sur la base, ça passe par Parcoursup, et nous, on l'a fait sur la base des performances, mais pas spécialement en mathématiques. Pour une raison simple, c'est qu'il y aura des mathématiques en PPE, mais ce n'est pas des mathématiques aussi celles qui ont étudié au lycée. Donc, la plupart des étudiants en première année partent à égalité de 0. Donc, il ne faut juste pas être effrayé par ça, au contraire, mais pas avoir un blocage psychologique pour les mathématiques, mais il ne faut pas être spécialement compétent. Donc, je reviens sur la question de l'internationalisation. Oui, donc, comme je disais tout à l'heure, le parcours PPE, c'est une première en France. Donc, en fait, là aussi, l'idée, c'est essayer de fournir en version un petit peu plus française quelque chose qui est fait un peu partout et qui a du succès partout. Et cela nous permet aussi de s'ouvrir aussi à d'autres licences à l'étranger
pour trouver des partenariats pour nos étudiants, pour qu'ils puissent aller étudier là-bas. Donc, c'est quelque chose, c'est un petit univers qui s'ouvre et sachant que toutes les universités étrangères qui produisent ce type de formation sont intéressées à la France parce que c'est un grand pays, mais ils ne trouvent pas à l'heure actuelle des interlocuteurs. Je pense qu'il y a des bonnes perspectives pour accroître les liens avec plusieurs autres formations. Parfait, merci beaucoup. Allez, on va reprendre aussi les questions des internautes. Et j'aimerais bien, Camille, qu'on parle effectivement des modalités de candidature, parce que c'est le moment, c'est l'époque, hein, c'est le moment de la candidature. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu comment ça se passe par rapport à nos élèves qui sont à l'étranger? Alors, je pense selon qu'ils sont dans les lycées français ou selon qu'ils ne le sont pas. On passe par Parcoursup, on envoie votre dossier de candidature à ESPOL. Expliquez-nous un petit assez concrètement comment ce qu'ils doivent faire nos internautes. Oui, alors à ce que je sache, la procédure est en effet la même pour tous. Il faut passer par Parcoursup désormais. La formulation des vœux, je crois qu'elle est ouverte depuis le 18 janvier. Souvent, les étudiants qui sont eux-mêmes dans le secondaire savent beaucoup mieux que moi. Mais nous, de notre côté, ce qu'on sait, c'est que c'est ouvert depuis le 18 janvier jusqu'au 9 mars pour s'inscrire sur Parcoursup. Et ensuite, à partir du 10 mars, là, les candidats doivent compléter leur dossier. Donc, nous, ce qu'on va vous demander, c'est un petit projet de formation motivé. Donc, c'est une petite lettre de motivation en anglais. Et aussi les notes du lycée. Donc, les notes du lycée, ça, je pense que toutes les formations, vous les demanderont sur Parcoursup. Nous, on vous demande aussi cette petite lettre de motivation. Et vraiment, ce qui nous intéresse, c'est vraiment qu'est-ce qui vous motive, quels sont vos… Alors, je ne sais jamais si je m'adresse aux parents ou aux enfants, mais là, il est clair que je m'adresse aux enfants. Quelles sont vos motivations pour rejoindre ESPOL et peut-être ce que vous voudriez en faire plus tard. Et je pense que ça, c'est un aspect important, mais aussi qui vous êtes, en fait, hein, tout simplement. Ça nous intéresse en premier lieu. Donc ça, c'est pour la petite procédure. Et puis ensuite, il faut confirmer ses vœux jusqu'au 6 avril via Parcoursup. Donc nous, ensuite, on étudie vos dossiers. Donc c'est vrai que la note, hein, je ne vous le cache pas, les notes du lycée comptent pour 90% du dossier, enfin du classement qu'on vous attribue. Et puis ensuite, on lit vos lettres et donc on fait des corrections au classement par rapport à la pertinence de ces lettres. Alors ça, c'est pour les étudiants qui passent sur Parcoursup. Après, il y a quand même des étudiants qui passent par Campus France. Et donc là, bon, moi, je ne connais pas les dates, etc. Mais vous pouvez aussi vous renseigner auprès de Campus France parce que je voyais qu'il y avait une question pour un étudiant qui n'était pas français. Oui. Donc là, il faut, je pense, passer par Campus France. Oui. Est-ce que je rebondis sur l'autre question que je vois ou on reste sur les procédures? Non, allons-y, vas-y Camille. Ok, alors l'autre question, c'était le chinois fait-il partie des secondes langues? C'est une question de Gérard, merci pour votre question. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de parler des langues, ça me paraît peut-être tellement évident que j'ai oublié de le mentionner, mais à ESPOL, il y a 3 langues obligatoires, 3 langues étrangères obligatoires dans le cursus. La première, c'est l'anglais, donc en plus d'avoir des cours en anglais, il y a des cours d'anglais, notamment des cours pour apprendre à écrire l'anglais académique. Mais pas que, hein, il y a aussi de la discussion, etc. Donc, cours d'anglais obligatoire pendant 3 ans. Voilà de quoi passer du niveau B2 à C1 ou C2, on l'espère. Et puis, ensuite, il y a 2 autres langues obligatoires pour tout le monde. Et donc, le chinois fait bien partie du package, de même que l'arabe et même des langues qui pas forcément qui sont présentées comme telles. Par exemple, on a un cours de croate, serbe, voilà. Parce que vous travaillez avec le centre de langue de l'Université catholique, c'est ça? C'est ça, donc ça s'appelle le CLARIF. Donc en fait, c'est le centre de langue de la Faculté de lettres et de sciences humaines de l'Université catholique qui organise les cours de langue pour toute l'université, ce qui est très bien parce que ça nous permet en fait de proposer plein de niveaux différents pour toutes les langues. Donc, vous pouvez très bien faire du chinois au niveau débutant ou à un niveau plus avancé, et puis il y aura un cours à votre niveau. Donc, la manière dont ça se passe, c'est quand les étudiants arrivent à ESPOL un petit peu avant la rentrée, il faut bien vérifier ses mails, et puis il y a des petits tests de langue pour vous mettre dans des groupes de niveaux différents en fonction donc, du niveau que vous aviez à l'entrée. Alors, pour revenir sur les langues, juste, Sandrine demande si vous demandez des certifications genre DALF, DELF pour le français, donc pour des élèves non francophones. Et inversement, j'allais dire, est-ce que vous demandez aussi des certifications de langue pour genre TOEFL pour l'anglais? Alors, on ne demande pas je réponds ce qui me paraît le plus simple, désolé. On ne demande pas de certificat d'anglais à l'entrée,
Par contre, on vous déconseille de postuler si vous ne parlez pas du tout anglais, simplement parce que ça ne va pas vraiment être possible de suivre des cours en anglais. Donc, c'est juste un peu dommage de s'engager dans cette formation si vous ne parlez pas du tout anglais. Maintenant, si vous avez un niveau, vos enfants ont un niveau suffisant pour suivre un cours en anglais, c'est-à-dire nous, on estime qu'il faut au moins un niveau B2, mais certains font des progrès très rapidement. Alors là, voilà, c'est fait pour vous, mais on ne demande pas de test. Dans l'autre sens, j'avoue que je ne sais pas s'il faut prouver quelque chose, mais je sais qu'on a des étudiants étrangers dont le français n'est pas du tout la langue maternelle qui suivent les cours. Et je dois dire qu'on est particulièrement attentif à ces étudiants. On a d'ailleurs des échanges, des partenariats privilégiés avec certains lycées français et d'autres lycées à l'international. On essaye d'avoir quand même un pool important d'étudiants non francophones. Ce n'est pas la majorité, clairement, mais on en a quelques-uns dans chaque promo. Et donc ça, c'est important pour nous. Voilà. Et puis, on accueille aussi pas mal d'étudiants étrangers dans des échanges type Erasmus ou autre. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup d'étudiants en fait, non francophones sur le campus. Allez, les internautes, continuez à poser vos questions à mi-parcours de ce webinaire. Il y a plein de sujets à aborder. Et je vous rappelle également que ça sera disponible en replay. Donc, si vous avez raté le début, pas de souci. Sitôt la fin du webinaire, vous aurez la possibilité de revoir, de voir ce que vous avez raté, puis évidemment de le faire connaître à vos camarades de classe ou à vos collègues, amis, autres parents qui seraient intéressés. J'aimerais revenir rapidement, Camille, sur les notes, parce que vous avez dit que c'était très important, puisque c'est 90% finalement de votre appréciation. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des bonnes notes en français, en anglais qu'en maths, ou si on a des bonnes notes en physique, c'est bien aussi. Comment est-ce que ou c'est plutôt une moyenne globale? Comment est-ce que vous interprétez ça? Oui, c'est une moyenne globale, donc il faut avoir des bonnes notes partout de préférence. Et donc après, je ne vous cache pas qu'on a plus de candidats que de places, beaucoup plus de candidats que de places, mais dans beaucoup de grandes écoles, c'est le même système. Donc, il ne faut pas se décourager. Et puis surtout, on a maintenant 3 licences. Donc, je vois qu'il y a une question sur les vœux. Vous pouvez très bien faire 3 vœux qui sont les 3 licences. Simplement, ça veut dire que ça vous prend 3 des 10 vœux, je pense, auxquels vous avez droit. Donc, bien sûr, il faut y réfléchir. Mais c'est toujours possible d'avoir les 3 licences comme 3 vœux. Par contre, ce n'est pas possible d'en choisir qu'une et de dire qu'on veut postuler aux 3. Si on veut postuler aux 3, il faut bien les considérer comme 3 vœux distincts. Alors, j'ai une collègue qui dit toujours aux futurs candidats, donnez un vœu à papa, un vœu à maman, et ensuite vous choisissez vos vœux. Donc, c'est peut-être une technique. N'oubliez pas que voilà, il faut aussi un peu faire plaisir à ses parents dans les vœux, mais ça ne vous empêche pas ensuite de mettre 1 ou 2 ou 3 vœux chez nous, si vous le souhaitez. Merci, ça répond, je pense, à Paola, effectivement, qui demandait comment ça se passait sur Parcoursup. Donc, pour bien résumer, il faut un vœu égale un programme, c'est bien ça, égale une licence. Donc, voilà. Donc, si vous préférez la nouvelle, si vous voulez candidater à la nouvelle licence PPE, il faut bien le spécifier, il faut bien la choisir dans Parcoursup, en fait. C'est ça. Bon, très bien. Des 10 vœux. Parfait. Raoul, du coup, vous allez choisir vos premiers étudiants pour la rentrée. Est-ce que, donc, du coup, on a évoqué les critères de notation, des notes de première, de terminale, bien entendu. On a évoqué aussi la lettre de motivation. Qu'est-ce que vous allez retenir, vous, en priorité, notamment, je ne sais pas, comment un étudiant pourrait se démarquer et vous faire envie de le retenir dans votre première promotion? Donc, comme les notes, la meilleure manière de se démarquer est bien sûr bien étudier pour avoir des notes intéressantes. Mais parfois, on a des moments comme ça, des problèmes. Et donc, la lettre de motivation vient compenser ça. Donc, l'idée générale, c'est vraiment ce qui peut aider les étudiants dans la lettre de motivation, c'est d'indiquer une vision qu'ils ont dans leur vie. Beaucoup de lettres sont très centrées sur les goûts. J'aime ceci, j'aime cela. Mais ça, ce n'est pas tellement ce qu'on recherche dans une lettre. Dans une lettre, ce qu'on recherche, c'est est-ce que notre programme va pouvoir remplir les ambitions de l'étudiant qui postule, ou l'étudiante.
Donc, c'est très important de pouvoir dire quel projet vous avez pour l'avenir, pas seulement un projet professionnel, mais aussi quel aspect vous voudriez, sur quoi vous voudriez être fort sur l'avenir, sur quoi vous vouliez être engagé. Ça, c'est toujours quelque chose de très parlant. Et là encore, quand on a cette information, c'est déjà très important pour nous. Et si on ne prend pas, ce n'est pas parce que vos projets ne sont pas intéressants, c'est parce que la formation n'a pas les outils on estime qu'on n'a pas les outils pour vous aider un maximum. Donc là aussi, la sélection, il faut la comprendre dans les deux sens. Ce n'est pas une sélection au mérite, mais une sélection au mariage. Le meilleur mariage entre la formation et l'étudiant. Les attentes. Merci Raoul. Camille, je voulais évoquer avec vous un petit peu parce que vous avez dit que l'école avait 10 ans, donc les possibilités de déboucher au bout de... Vous avez proposé 3 licences aujourd'hui et des masters. Quels sont les débouchés à la fois, je dirais, universitaires au bout de ces 3 ans, enfin, en termes d'études, voilà, on a cette licence. Qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Vous avez évoqué vos masters, enfin, qu'est-ce qu'ont fait vos étudiants? Et puis aussi, je dirais, derrière, un petit peu vers le marché du travail, le type d'environnement, de métier, de secteur peut-être. Mais je crois que vous avez bien compris, c'est que la première réponse, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mystère. Nous, on estime vraiment qu'au bout des 3 ans, nos étudiants devraient continuer vers des masters. On va dire que c'est de loin le premier débouché de nos licences, c'est d'abord continuer vers un master. Et alors là, la licence ESPOL, elle ouvre en fait toute une série de portes pour les masters. Donc, ça peut être des masters vraiment dans le champ de la science politique, mais dans le champ, on va dire, de la science politique entendu au sens très large. Donc, ça peut être des masters en politique publique, en communication, en journalisme, bien sûr en relations internationales, sécurité et des sous-domaines des relations internationales, des spécialisations qui y sont liées. Toutes les questions tous les masters qui tournent autour des questions de gouvernance, d'agroalimentaire, de cybersécurité, j'ai envie de dire. Donc, tous ces thèmes-là qui sont en lien avec la science politique, le journalisme aussi, sont des débouchés potentiels. Mais on va dire que ça, c'est un peu ce qui intéresse les enfants pour plus tard. Maintenant, qu'est-ce qui intéresse les parents? C'est les débouchés en tant que tels, c'est-à-dire les métiers auxquels on pourra prétendre. Alors, ça, je dirais que, encore une fois, c'est très large et c'est peut-être d'ailleurs un peu souvent ce qui fait hésiter plus les parents que les enfants, je pense, à pousser les enfants vers la science politique. C'est que, voilà, si votre enfant vous dit je vais faire médecine, voilà, vous êtes content parce que vous voyez ce que c'est, il va être médecin. S'il vous dit je vais faire science politique, vous ne voyez pas trop ce que c'est. Alors, nous, ce dont on se rend compte, c'est que nos étudiants ont plusieurs types de débouchés. Et le premier, ça reste quand même les métiers qui tournent autour de la fonction publique. Donc, soit être fonctionnaire, et dans notre cas, ça peut être fonctionnaire à plein de niveaux de pouvoirs différents. Ça peut être au niveau local, régional, national, et bien sûr européen ou international. Ça, c'est une première chose. Ça peut être travailler dans les entreprises publiques aussi. Et puis, ça, on va dire que c'est le premier gros débouché. Ensuite, il y a des débouchés, bien sûr, dans le monde associatif et les ONG, et les ONG sur le terrain, mais aussi, bien sûr, dans l'administration des ONG, dans les plateformes d'ONG, etc. Et puis, il y a tout ce qui est débouché dans le domaine de la consultance, du consulting, comme on dit. Normalement, je dis même du lobbying, mais après, je sais que c'est un peu contesté, donc je ne vais pas trop aller sur ce terrain. Mais ce que je veux dire par là, c'est tout simplement dans les domaines de la défense des intérêts d'une entreprise ou d'une association. Ça peut très bien être travaillé pour Greenpeace. Donc, tous ces débouchés-là, évidemment, ils cherchent très, très souvent des étudiants avec un background en sciences politiques et de plus en plus en relations internationales. Ensuite, il y a tout ce qui est domaine de la recherche, entendu au sens large. Donc, ça peut être la recherche académique. Donc, nous, bien sûr, en plus, on ouvre une école doctorale, donc on cherche des étudiants qui seraient intéressés pour continuer dans le domaine de la science politique en tant que telle, en tant qu'objet de recherche. Mais il y a aussi tout ce qui est think tank, centre de recherche autre que universitaire. Donc, ça aussi, c'est un débouché important. Et puis, je ne vais pas quand même cacher l'éléphant qu'il y a dans le couloir. Il y a quand même tout le domaine de la politique en tant que tel, qui est un vrai débouché pour nos étudiants. On a des étudiants qui travaillent autour des élus, donc soit dans des cabinets ministériels, soit
plus simplement auprès d'élus à l'Assemblée nationale ou à d'autres instances de pouvoir. On en a en ce moment qui travaille avec un président de région, par exemple, dans son cabinet. Voilà, ça, c'est des débouchés un peu très logiques, on va dire, d'un cursus en sciences politiques. Alors, à ma connaissance, on n'a pas encore d'élus, pas d'élus de haut niveau, on va dire, mais j'imagine que c'est parce que l'école est jeune et que les élus ne sont pas toujours très jeunes, donc ça viendra d'ici quelques années. Oui, ça viendra très certainement. Merci Camille pour cette réponse. Raoul, j'aimerais rebondir sur ce point, puisque là, vous allez accueillir la première promotion. Finalement, on se dit la philosophie, c'est un peu loin du monde du travail et à la fois peut-être pas du tout, parce que qu'est-ce que vous imaginez avec cette formation qui va finalement répondre aux besoins finalement des décideurs de demain, c'est-à-dire finalement en quoi des jeunes plus généralistes avec des profils humanistes vont faire carrière et vont plaire sur le monde du travail. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que cette licence, justement, n'est pas que de la philosophie. Il y a une dimension, par exemple, notamment de l'économie et tout ce qui est microéconomie, approche économétrique qui sont présentes. Donc ça, c'est très, très concret. Ça n'a rien de très humaniste. Mais sur l'aspect philosophie, la philosophie a une dimension qui est justement très demandée parce que pour avoir, notamment, beaucoup de cours, on les donne en philosophie politique et éthique. Sur les questions éthiques, aujourd'hui, c'est des questions qui prennent de plus en plus de place pour savoir comment trancher entre des choix qui sont, et comment justifier aussi des choix d'entreprise, d'association face à des situations très particulières. Je vous prends un exemple. Il y a une grosse ONG qui s'appelle, que vous connaissez peut-être tout le monde, c'est Médecins sans frontières, qui agit donc dans l'humanitaire et elle avait besoin de sang parce que pour soigner des personnes malades au Pakistan, et ce sang n'a pas pu être, on lui a fourni, mais ils n'ont pas pu fournir la certification qu'il n'y avait pas de sida. Et donc la question qui se pose est, on va quand même utiliser ce sang, sachant que sinon ils vont mourir, ou alors on ne va pas l'utiliser, sachant que le risque est fort d'avoir une contagion par ça. Et c'est des choix qui sont dans des situations très extrêmes dans l'humanitaire, parfois sont moins extrêmes dans d'autres domaines, mais qui ont toujours des conséquences, et que pour le faire, être en capacité de pouvoir argumenter sur des domaines éthiques, c'est ça que donne la philosophie, et ça qui est les atouts importants pour réussir dans ces domaines où les décisions sont importantes et il faut en être responsable. Merci pour cette réponse, Raoul, c'est très intéressant. Allez, les internautes, continuent à poser vos questions. On a une question de Louise, je ne sais pas si c'est Camille, peut-être tu vas répondre, qui demande « L'étude du droit est-elle plus importante en licence européenne qu'en licence de relations internationales ?» Alors, je dirais qu'elle est également importante, mais que ce n'est pas forcément le même droit. Donc, dans la licence en relations internationales, on fait surtout du droit international public et ses déclinaisons. Donc, on a aussi, par exemple, un cours de politique du droit international qui regarde quels sont les aspects politiques dans ces questions juridiques. Et donc, c'est plutôt centré, évidemment, sur le droit international. Dans la licence européenne de sciences politiques, là, c'est quelque chose peut-être auquel vous vous attendriez plus, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus classique des parcours en sciences politiques. En première année, il y a un gros cours de droit constitutionnel, avec la petite spécificité que chez nous, ce n'est pas du droit constitutionnel en tant que tel, mais du droit constitutionnel comparé. Donc, on compare les constitutions de plusieurs États. En deuxième année, il y a un cours de droit et d'institutions politiques également comparés. Et par ailleurs, peut-être qu'il est vrai que dans la licence européenne, les étudiants, en plus, peuvent choisir davantage d'options qui sont dans le domaine du droit. Donc, parmi les cours à options, les étudiants ont des choix qui sont plus en lien avec les questions juridiques. Par exemple, il y a un cours de droit de la concurrence européenne en troisième année, qui est un peu le domaine phare des études européennes, en quelque sorte. C'est un peu difficile de faire des études européennes sans faire du droit de la concurrence, puisque c'est un des domaines, une des compétences exclusives de l'Union européenne, et donc c'est important de passer par là. Donc, je dirais qu'il y a peut-être un peu plus de cours de droit au programme, ou en tout cas au choix dans la licence européenne à ce niveau-là.
Voilà, je crois que ça répond à la question. Ça me permet peut-être de faire le lien avec l'idée que les étudiants ont quand même un choix d'options. Moi, je pense que c'est un peu ça la spécificité de la maquette ESPOL par rapport à d'autres maquettes en sciences politiques dans d'autres parcours. C'est qu'à partir de la deuxième année, les étudiants ont un choix important d'options. Alors, c'est toujours, les options sont limitées en nombre d'étudiants, mais vous pouvez aller voir, moi je vous encourage vraiment à aller voir les maquettes, il y a des choix d'options très très larges, donc les étudiants ont le choix parfois entre 10 cours différents comme option à partir de la deuxième année. On les a là, mais c'est pas très visible, donc ça, ils peuvent retrouver sur le site, hein, on est bien d'accord. Oui, parce que voilà, j'ai envoyé à Hervé les maquettes, mais c'est vrai que c'est pas très visible. Donc, vous pouvez vraiment aller voir sur le site et vous verrez le détail. Donc, vous verrez aussi qu'en première année, il n'y a pas d'option pour le coup, on part vraiment sur les bases de la science politique, donc un peu les matières fondamentales, histoire, droit, économie et sciences politiques en tant que telles. Et puis en deuxième année, là, les étudiants peuvent se spécialiser et commencer à choisir des options et donc un peu à colorer leur formation, à prendre en main un peu leur formation et choisir ce qui les intéresse plus particulièrement. Une journée ou une semaine à ESPOL, c'est quoi? C'est une vingtaine d'heures par semaine et autant de travail personnel? Comment c'est du travail en équipe? Comment c'est beaucoup des TD? Comment ça s'organise à peu près, Camille? Oui, ben vous avez bien retenu du webinaire de l'année dernière. Oui, non, mais j'ai une fille qui a étudié à ESPOL, vous rappelez-vous. Voilà. Donc, c'est en effet 15 à 20 heures de cours, peut-être plutôt 15 en première année et 20 les années suivantes. Mais on estime en effet qu'il faut travailler au moins autant d'heures chez soi tout seul, en quelque sorte. Alors, à ESPOL, c'est jamais chez soi tout seul, puisqu'il y a quand même un encadrement, notamment méthodologique. Les étudiants peuvent faire appel à une aide méthodologique s'ils en ont besoin. Raoul a parlé tout à l'heure du système d'école qui fait que les étudiants préparent chez eux, mais ensuite ont un feedback de leur travail dans un exercice de face à face. Et puis, il y a des salles de travail, donc les étudiants travaillent aussi beaucoup en groupe. Il y a des exposés, donc ils doivent préparer leurs travaux ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a du travail personnel. Alors, peut-être qu'une des questions d'ailleurs qui peut peut-être inquiéter, je pense, que ce soit les parents ou les enfants, c'est un peu ce passage finalement à l'université qui se pose à ESPOL, mais qui se pose dans tous les autres parcours. Hein. Il y en a pour lesquels ça se passe très bien et même qui se révèlent un peu à l'université. Mais il y a aussi des étudiants pour lesquels le passage du secondaire à l'université est compliqué. Et donc, nous à ESPOL, c'est vrai qu'on essaye d'offrir alors un suivi, ça reste l'université, donc ce n'est pas forcément un suivi personnalisé en tant que tel, mais c'est vrai qu'on offre des outils méthodologiques, donc des cours de méthode, mais aussi un suivi avec ce qu'on appelle des conseillers académiques qui peuvent recevoir les étudiants qui sentiraient des difficultés pour comprendre les exercices à l'université, qu'ils n'ont pas forcément les mêmes exercices, encore une fois, que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et au niveau des notations, donc il y a un contrôle continu des partiels, c'est-à-dire on ne joue pas toute son année au mois de juin? Oui, alors ça, le Covid nous a beaucoup appris là-dessus et on se rend de plus en plus compte que les étudiants ont besoin d'un suivi aussi en termes de notes et de ne pas être notés une seule fois. Donc, à ESPOL, on a mis en place ce qu'on appelle le système des mid-terms, qui fait qu'en première et deuxième année, les étudiants ont toujours 2 sessions d'examen par semestre, quelques examens pile à la moitié du semestre. Il y a une semaine qui n'est pas tout à fait balisée, mais on va dire où ils ont un peu moins de cours pour pouvoir faire ces petits examens intermédiaires. Et puis, les gros examens à la fin du semestre et donc les notes, ce n'est pas exactement le même pourcentage, mais les notes de ce qui est fait pendant le semestre sont aussi prises en compte. Et puis ensuite, il y a tous les cours qui sont notés que sur de contrôle continu, notamment des TD, des cours à options, etc., où là, tout se fait en contrôle continu. Et donc, il y a plusieurs exercices dans le semestre, parfois même au choix d'ailleurs, pour faire la note finale. Mais c'est un système de notation à la française, j'insiste quand même là-dessus, qui est peut-être différent d'autres systèmes. Très bien. Allez les internautes, il nous reste une grosse dizaine de minutes. C'est vraiment le moment de poser vos questions sur ce sujet des sciences politiques, des relations internationales à ESPOL avec nos deux experts. Soyez pas timides. On va bientôt clôturer ce webinaire. Moi, j'avais une petite question un petit peu autour de l'environnement aussi. J'ai remis le slide parce qu'on voit le beau bâtiment. Si j'ai bien compris, Camille, Raoul, vous avez un nouveau bâtiment tout neuf que vous venez d'inaugurer à la rentrée dernière, je crois. Alors, à quoi ça ressemble le campus ESPOL? On est aussi dans l'Université catholique de Lille. Finalement, quelle est la vie étudiante sur place?
Alors, c'est vrai qu'à ESPOL, il y a une vraie vie de campus, hein, parce qu'en fait, on est une petite école, un peu comme vous venez de le dire, une petite école au sein d'une grande université, puisqu'à l'Université catholique de Lille, il y a quand même 35 000 étudiants. Ah oui. Donc, c'est pas rien. Et nous, on est un peu une petite école au sein de cette université, ce qui fait que les étudiants, à la fois, ils ont accès un petit peu à des services privilégiés. Donc, il y a toute une vie associative avec des associations qu'à ESPOL, hein, au sein d'ESPOL. Et puis, malgré tout, ils ont accès à tout ce qui est événements de la catho en général, comme on dit, donc des conférences, d'autres types d'associations, des activités, le sport, la restauration, etc. Donc, ça, c'est organisé par l'université. Mais donc, au sein de ce grand campus, parce que c'est quand même ça qui est vraiment chouette, je trouve, à la Cato, c'est que, qui n'est pas si fréquent en France, c'est qu'il y a un vrai campus, hein, avec tous des services qui vont avec. Et au sein du campus, il y a notre mini-campus à nous, qui s'appelle Saint-Raphaël, et au sein duquel il y a les 2-3 bâtiments ESPOL, une petite cour, et puis où tout le monde se retrouve, des locaux pour les associations, etc. Et depuis, comme vous le dites, depuis septembre, notre nouveau bâtiment, alors ce n'est pas celui qui est en photo, lui c'est le vieux bâtiment, vous voyez, il est déjà pas mal, ouais. Et le nouveau est encore mieux, voilà. Alors voilà, donc les internautes, allez voir sur le site internet, vous verrez, c'est encore mieux. Alors Adriane a posé une question que j'allais poser, parce que en fait, je connais ESPOL. Un des avantages, je trouve, c'est d'être vous êtes en plein cœur de Lille. C'est quand même à 2 pas du Vieux-Lille, vraiment un très bel endroit près du parc Vauban. Donc, Adriana demande, vous proposez des logements pour les étudiants ou des dormitories, ou comment finalement on s'installe quand on vient de l'extérieur et qu'on doit arriver à Lille? Est-ce que c'est facile de trouver un logement? Est-ce que vous avez un service qui aide les étudiants? Expliquez-nous un petit peu. Alors, la réponse est oui et non. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas du tout facile de trouver un logement, et je pense que personne ne vous dira que c'est facile de trouver un logement à Lille. On va dire que ce n'est pas comme à Paris, mais c'est quand même très compliqué. Donc, il y a en effet un service de l'université qui s'occupe de ça, de l'accueil des étudiants, et qui répertorie tous les services aux étudiants. C'est un service qui s'appelle Hall A2L. Hervé, si vous voulez mettre la dernière slide, je pense que ça reprend leur site web. Donc, vous pouvez aller voir là-dessus tous les services qui existent, dont l'offre en termes de logement. Moi, je préfère quand même toujours dire que l'offre en termes de logement offerte par Hall n'est clairement pas suffisante pour tous les étudiants, loin de là. Donc, c'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance et qu'en venant d'étranger, vous pouvez notamment contacter notre service aussi des relations internationales ou l'adresse ESPOL. Et voilà, on ne pourra pas vous trouver un logement en tant que tel, mais on peut un peu vous aider et vous réaiguiller vers les services qui peuvent vous aider davantage que nous. Mais j'insiste quand même que ça reste à Lille, comme dans la plupart des grandes villes, hein, mais ça reste une question assez problématique en ce moment. Mais à la fois, le fait d'être assez central, d'être très bien placé comme ça permet aussi de pouvoir faire beaucoup de choses en vélo, à pied, sans avoir des longs temps de déplacement. Oui, et à l'inverse, comme il y a le métro qui dessert vraiment toute la métropole, il y a aussi parfois des étudiants qui vont dans une ville qui n'est pas Lille, mais qui est une ville plus petite de la métropole, et où là, l'hébergement est peut-être un peu plus facile à trouver. Et puis, alors maintenant, avec les réseaux sociaux, les étudiants se rencontrent bien avant le mois de septembre. Et donc, très souvent, on se rend compte à la rentrée qu'en fait, il y a des colocations d'étudiants de première année, donc qui ne se connaissaient pas avant même la rentrée, et qui décident d'habiter ensemble dès le mois de septembre, ce qui leur permet du coup de trouver un logement plus facilement que de trouver un studio qui est parfois un peu plus compliqué. Oui, bien entendu. Parfait. Allez, on a une question de Camille. Comment sont organisées les journées? Quand est-ce que les cours commencent, se terminent? Donc, effectivement, on n'a pas abordé non plus la saisonnalité. C'est-à-dire, vous reprenez quand? Fin septembre jusqu'à fin mai? C'est quoi? C'est des journées complètes? Oui. Alors, donc le calendrier universitaire, ce n'est pas nous qui le fixons, c'est le ministère. C'est 12 semaines. Donc, on commence plutôt tout début septembre. La rentrée, souvent, est même la dernière semaine d'août, soit la dernière semaine d'août, soit les tout premiers jours de septembre. Et puis ensuite, on enchaîne avec 12 semaines de cours entrecoupées par une semaine de vacances à la Toussaint. Et donc, ce qui est bien, en tout cas, moi, je trouve pour les étudiants, c'est que les examens du premier semestre ont lieu avant les vacances de Noël. Donc ensuite, les étudiants peuvent rentrer chez eux tranquillement ou faire autre chose, enfin. J'imagine que vous préférez qu'ils rentrent pour les vacances de Noël, et puis ils reviennent en janvier. Au mois de janvier, on commence par ce qu'on appelle une Reading Week. Donc, les étudiants ne doivent pas être sur le campus s'ils ne veulent pas, mais ils sont tenus de faire des lectures pour avancer sur leur travail du deuxième semestre. Et puis, on repart à nouveau pour 12 semaines entrecoupées selon les années, soit d'une semaine de vacances en février, soit d'une semaine en avril, ou alors que d'une semaine en février
et puis les examens, et puis les vacances, ça dépend un petit peu des années. Et donc voilà, et les examens, c'est toujours fin avril, hein, mi ou fin avril. Et donc, s'ils ont tout réussi du premier coup, ce qui arrive quand même assez souvent, au mois de mai, ben, ils sont tranquilles, ils peuvent soit faire leur stage, soit partir en vacances, soit retourner chez eux. Donc, ils ont, ça c'est un peu quelque chose de classique à l'université, hein, mais ils ont une très longue trêve en été pour faire ce qu'ils veulent. Je pose la question parce que parfois elle intervient, et puis on répondra aussi à Paola, mais est-ce que c'est compatible avec un job étudiant à côté ou difficilement parce que c'est quand même un fort volume de travail? Alors, c'est compatible avec un job étudiant, mais vraiment, on essaye de le limiter il faudrait essayer de le limiter à quelques heures par semaine. Ouais. Maintenant, si l'étudiant a vraiment besoin de travailler, notamment pour des questions de ressources, alors on peut prévoir des aménagements à l'étudiant, mais il doit faire une demande de ce qu'on appelle un régime spécial chez nous, donc il doit remplir une série de documents chez nous, et alors là, on peut trouver un autre type d'aménagement pour s'assurer, par exemple, qu'il est dans le groupe de TD, qui n'a pas cours le mercredi, s'il travaille le mercredi. Mais ça, on va dire, c'est vraiment s'il en fait la demande. Ouais. Sinon, de manière générale, c'est tout à fait OK d'avoir un job étudiant, mais il faut s'assurer que ce job soit suffisamment flexible, notamment parce que ben voilà, ça reste l'université, donc il est possible que des cours changent d'horaire au dernier moment. Le matin, le prof ne puisse pas venir, et donc on change le cours au lendemain matin, par exemple. Hein, ça arrive. Donc les cours, c'est quand même souvent 8h, 19h, ouais. 8h, 19h30, mais les cours de sciences politiques généralement terminent à 18h, et puis le dernier créneau, c'est plutôt pour les cours de langue, de LV3 notamment, qui sont donnés le soir une fois par semaine. Sinon, on va dire qu'en général, c'est 8h, 18h. Et les étudiants me détestent généralement à la rentrée quand je dis ça, mais il est possible d'avoir cours le samedi également. Hein, ça reste l'université, donc des fois, si on n'a pas d'autre choix, c'est pas de gaieté de cœur, mais quand on n'a pas d'autre choix, il est possible d'avoir cours parfois le samedi, ça va leur arriver peut-être pour une fois sur les 3 ans, ou quelque chose, je veux dire, un semestre sur les 3 ans, ou quelque chose comme ça, mais c'est possible. D'accord. Bon, bah, Paola, va falloir se lever tôt le matin, mais c'est pour la bonne cause. Merci beaucoup. Une petite question concernant les frais de scolarité. Est-ce que vous pouvez nous donner des montants, parce que c'est un élément évidemment important, et puis nous redire aussi peut-être qu'il y a des possibilités d'avoir des bourses? Tout à fait. Alors, les frais de scolarité sont très élevés à ESPOL. Ils sont compris entre 3 300 € et 11 640 € par an. Et tout ça, c'est uniquement en fonction des revenus des parents. Hein. Pour vous donner une idée, parce que ça, du coup, vous allez peut-être avoir du mal à vous situer, mais pour vous donner une idée, la plupart des étudiants à ESPOL, ils payent entre 5 000 et 7 000 € par an. Évidemment, à côté de ça, l'Université catholique a prévu toute une série de bourses. Hein, les bourses sont assez importantes. Il y a d'abord la bourse de l'université, la bourse Ferron-Vro, qui finance, c'est pas énorme, hein, qui finance une vingtaine d'étudiants chaque année sur l'ensemble de l'université. Et puis après, ce dont vous avez sûrement déjà plus entendu parler, il y a bien sûr les bourses sur critères sociaux, les bourses du Crous auxquelles vous pourrez prétendre dans tous les cas. Donc là, il y a 8 échelons différents hein, dans ces bourses. Et puis ensuite, nous, alors il y a une bourse au mérite aussi à l'université hein, qui est accordée aux étudiants en fonction de leurs notes. Et puis, nous, à ESPOL, on a encore un dernier type de bourse qui est notre propre bourse au mérite en quelque sorte, qui s'appelle ESPOL Scholarship. Et cette bourse-là, elle est accordée à partir de la L2. Donc, on regarde les résultats en L1 et on la donne à partir de la L2. Et puis, il faut recandidater chaque année, mais on peut l'avoir jusqu'en deuxième année de master. Et là, c'est basé sur les résultats. Et donc, ça, c'est interne à ESPOL. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions, pour toutes ces précisions, Camille. On arrive au terme du webinaire. Je vais évidemment remercier tous les internautes. Et puis avant, je vais vous passer la parole pour un mot de la fin. Peut-être Raoul nous dire un petit mot de la fin sur ce futur programme PPE et un petit peu redire pourquoi vraiment il est fait pour nos internautes, là, nos Français francophones de l'étranger. Il est fait pour les personnes qui veulent venir en France, mais qui veulent éventuellement repartir aussi à l'étranger, qui sont habitués à traverser les frontières. Et surtout pour des personnes qui veulent relever un défi, parce que la première année d'un programme, c'est à la fois plus expérimental, forcément, et en même temps avec des étudiants auxquels on est plus attentif. On est moins dans la routine. Donc, c'est une année très spéciale. On va tous s'en souvenir. Bon.
Vous allez construire avec vos étudiants. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Raoul. Camille, un mot de la fin peut-être sur ESPOL, les licences en général, et puis pour notre public. Ben, tout simplement pour vous redire que voilà, nous, on pense vraiment que notre environnement international peut tout à fait bien sûr convenir, mais comme l'a un peu dit Raoul, ça peut aussi permettre aux étudiants qui ont grandi plus à l'international de reprendre un petit peu racine en France pour quelques années, peut-être de développer un peu aussi une connaissance, dans notre cas, du système politique français, mais dans une perspective comparée. Et voilà, et comme l'a dit Raoul, soit de finalement rester en France, soit de repartir à l'étranger. Ils le verront bien plus tard. Voilà, et puis surtout, on reste bien sûr disponible pour vos questions. Donc, je crois que sur la slide que vous voyez là, il y a encore les liens que vous pouvez consulter. N'hésitez pas à aller voir les programmes. Moi, je dis toujours aux futurs étudiants, ne vous basez pas juste sur ce qu'on vous dit, mais allez vraiment voir les programmes parce que c'est là où vous vous rendez compte finalement si c'est ça qui vous intéresse ou pas. En voyant les intitulés de cours, souvent, vous avez une très bonne idée quant à savoir si c'est simplement une question qui vous intéresse ou pas. Et je pense que c'est quand même ça le plus important. Parfait. Merci à tous les deux. Camille Kelbel, directrice pédagogique à ESPOL, Raoul Manimerton, directeur adjoint à ESPOL, chercheurs tous les deux, et puis donc du coup Raoul qui s'occupe du futur programme dont on vient de parler, philosophie, politique et économie. Merci à tous les internautes pour avoir suivi cette présentation. Je vous rappelle que dans quelques minutes, vous allez recevoir le lien du replay, donc vous n'aurez rien perdu si vous n'avez pas assisté au début, bien entendu. Faites-le connaître aussi, et dans quelques jours, il y aura un article avec la vidéo YouTube MBD. Donc, de la même façon, partagez-le à vos camarades de classe, aux autres parents, enfin bref, à tous les gens qui pourraient être intéressés évidemment par ce sujet des sciences politiques et relations internationales à ESPOL Lille, notre partenaire. Merci à tous. Passez une très bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.